C'est un auteur, il nous vient du Canada. On a passé l'océan pour pouvoir se parler ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici. Mais avant de parler de tout ça, de tes livres et de ton parcours, je te propose de faire connaissance aussi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. On va pouvoir comparer tes réponses à celles de Séverine. Et oui, comme ça. Tu es prêt? Oui, 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 oui. Oui. Je t'avais pas prévenu, mais c'est ça le but Non, de... pas du tout. Bon, je suis dans ma compétition. Bonsoir Fanny, oui, un petit fond, c'est parce que Dany n'a pas de casque, mais on va essayer de s'en sortir. Quand il parle, ça va aller très très bien, vous allez voir. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi, en quelques mots? Et mon Dieu Seigneur, si j'étais un livre de chevet, je crois que je m'appellerais Trouver le mot juste. C'est un petit dictionnaire extraordinaire que j'ai toujours entre les mains quand je travaille. Et tu travailles beaucoup. Si tu étais un format de livre, le format poche, grand format, e-book, audio... Ah non, grand format, pas de niaisage, grand format, grand format. Le grand Format format. de poche, c'est pour les enfants, ça. Si tu étais une maison d'édition. Si j'étais une maison d'édition, je serais quoi? Laquelle? Laquelle est-ce que tu voudrais être? Je serais laquelle? Oh, Seigneur de Dieu, tu m'en poses une excellente. Je serais laquelle? Je serais une maison d'édition qui serait axée sur ce que j'aime, sur le thriller, sur le roman policier. Mais laquelle je serais, oh mon Dieu, c'est assez difficile. Ça serait drôle. Peut-être, le nom me revient malheureusement pas, mais il y avait une maison d'édition française que j'aimais beaucoup parce qu'il publiait ce que j'aimais, dont du Eric Van Loos-Bader et des choses comme ça. Malheureusement, le nom ne me revient plus. Là. La maison n'existe plus, mais c'était du bonbon. Quand j'arrivais à la bibliothèque, à la librairie, c'était du bonbon. Chaque fois que je les voyais, j'ai dit, ça y est, ça va me plaire. Effectivement, c'était le cas. Mais elle ne se fait plus. Puis si j'ai oublié le nom, mon petit problème de mémoire il remonte à la surface aujourd'hui. Il n'y a aucun souci, mais c'est quoi les valeurs de la maison d'édition que tu aimerais être? On va le dire comme ça alors. Au-delà du nom, qu'est-ce que tu aimerais comme caractéristique de ta maison d'édition? Ce que j'aimerais, c'est que ce soit des auteurs qui soient cohérents, qui soient aussi qui sachent de quoi ils parlent. Lorsqu'on écrit un roman, même si c'est de la fiction, on se doit d'être cohérent dans ce qu'on fait. Que ce soit l'utilisation des armes ou que tu parles d'une aventure qui se déroule sur un bateau ou en alpinisme ou en avion, j'aimerais que tous mes auteurs soient des gens qui prennent le temps d'étudier chaque petite section qui est nécessaire de bien comprendre pour amener le lecteur à plonger avec lui dans l'histoire. Ça, pour moi, c'est très important d'être le plus cohérent possible avec ce qu'on choisit de parler. Et on va en parler dans tes livres juste après. Ça, c'est du teasing. Si tu étais un rayon dans une librairie, ça aussi, j'ai une vague idée de où tu irais. Si j'étais un rayon, ouais. Je tomberais automatiquement dans le thriller. Tu ne peux pas faire autrement. Dans le roman policier, c'est vraiment passionnel chez moi. Si tu étais un marque-page. Oh, si j'étais un marque-page, je serais sûrement un marque-page bien plastifié, parce que ceux qui l'utilisent, s'ils font comme moi, qu'ils lisent dans leur bain, qu'ils tombent dans leur bain, ils ne le perdraient pas comme je le perds souvent. J'ai toujours une pile de marque-pages tout près de moi, parce que quand je prends mon bain, mon marque-page tombe à chaque fois dans mon... C'est immanquable, c'est un incontournable chez moi. Si tu étais un personnage. Je pense que je suis déjà un personnage. C'est pas faux. Je fais rien comme tout le monde. Ça fait que si j'étais un personnage, oh Seigneur, j'ai eu plusieurs vies dans une seule vie. Ça fait que ce que je projette dans mes romans, c'est un peu le moi que je voulais être ou que je cherchais à être à une certaine période de ma vie ou à certains moments différents de ma vie. Donc, si j'étais un personnage, je serais sans doute le même. quelqu'un qui est amoureux des arts martiaux, puis de l'entraînement hebdomadaire, puis ouais, sûrement, je serais exactement le même. Quelqu'un d'actif, bougeant, tout le temps, ça ne changerait pas. Là. Ça serait moi encore. Bruce Lee. Pas masqué, par exemple.
Pardon? Tu sais- Non. Bruce Lee pratiquait des choses chinoises. Moi, je reste dans le japonais, mais je suis moins compliqué. Si tu étais un temps de conjugaison. Ah, l'imparfait. Toujours l'imparfait. Il y a une raison L'imparfait en donne- particulier? Ben, l'imparfait, c'est un peu étrange, l'imparfait. Quand je l'écris, quand je travaille avec, j'arrive pas à écrire au présent. Je n'aime pas lire au présent non plus. Parce que le présent, au moment où tu le lis, c'est plus le présent. À l'instant même où tu lis une phrase, ce n'est plus le présent. Donc, l'imparfait, c'est quelque chose qui est entre le moment présent puis ce qui vient de se passer. Pour moi, c'est le temps idéal. Il était. Moi, j'écris tout au présent, on est potes. Oui, Si tu t'es... Mais c'est bien, justement, parce que ça m'intéresse. c'est trop compliqué. La conjugaison est trop compliquée. Il y a des situations où le présent demande des conjugaisons qui nécessitent plus de travail. Puis, à ce moment-là, ça me ralentit aussi ça me ralentit quand je viens pour écrire. Le présent est compliqué pour moi. Mhm. L'imparfait est vraiment, c'est vraiment moi, ça. Ça, c'est vraiment toi. Salut, Wanky Wanka. Merci beaucoup d'être venu et à jeudi prochain, sans hésiter. Et puis au passage, j'en profite puisque on est entre deux questions. Un grand merci pour les follow à Christelle, à Maviriel, à Nature Angélique, à Cynthiels. Merci beaucoup, vous êtes très très nombreux ce soir avec nous pour découvrir Dany Philippe aussi, des gagnés, qui va nous parler de ses livres. Mais après nous avoir dit, si tu étais une musique ou une bande-son, qu'est-ce que tu choisirais? Seigneur. Toi qui aimes la musique. Hey, là, j'en serais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. J'en serais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment pourrais-je te dire? La musique, c'est des moments intenses. Parfois, on a un goût de bouger. Parfois, on a un goût de simplement se laisser pénétrer. Je ne sais pas. Je vais autant écouter du Ed Sheeran que je vais écouter du Tears for Fears. Si j'étais une musique, mon Dieu, je serais une fanfare. C'est fou parce que c'est trop de choses dans ma tête. Ça me va très très bien. Si tu étais un signe de ponctuation. Si j'étais un signe de ponctuation, exclamation. Chez moi, c'est net, c'est toujours tranché. C'est pas plate, comme tu me Je disais. suis dans l'erreur. Même si je suis dans l'erreur. Faut quand même se croire. Hein. Et un petit dernier pour la route, avant d'attaquer les questions. Si tu étais un verbe, ça peut être tranché, du coup. Si j'étais un verbe, aimer. Aimer. J'aime aimer les choses, j'aime aimer les gens, j'aime aimer mon travail, j'aime aimer la musique. Aimer. Je trouve que c'est tellement un beau verbe, c'est tellement quelque chose dans lequel je me reconnais un peu, je me reconnais pas mal. Eh bien écoute, on va parler d'aimer les thrillers surtout hein, ce soir. Oui. Première question, elle est bouleversante d'originalité, pour un livre qui lui n'en manque pas du tout, vraiment pour le coup. Est-ce que tu peux nous pitcher ton livre Killer Kills Killers, alias K, on va l'appeler K, je crois que toi tu l'appelles K. Et de quoi parle ce livre? Pour les gens qui ne savent pas du tout, et pendant ce temps-là je vais mettre la couverture pour vous qui êtes avec nous, comme ça vous profitez aussi de cette très belle couverture. Vous allez découvrir que j'aime le rouge. Si tu m'avais demandé si tu étais une couleur, tu serais quoi? Je serais rouge. K, c'est un voyage particulier. C'était compliqué à faire. On va revenir sur la genèse de ça plus tard un petit peu. Mais K raconte, c'est une aventure particulière. Vous êtes dans une grande ville américaine, qui n'est pas nommée d'ailleurs, une mégapole américaine. Et puis, soudainement, il y a un meurtre. Il y a un autre meurtre. Il y a un autre meurtre. Ce sont toujours des meurtres portant des signatures, comme le feraient certains, comme le font les tueurs en série. Mais il y a à l'intérieur de quelques jours, il y a 4 meurtres qui se suivent. Puis chaque fois, c'est la signature d'un assassin particulier, excepté que la victime n'est pas une victime féminine comme on rencontre toujours dans ce genre de meurtre-là, mais c'est une victime masculine. Et puis, vous vous retrouvez avec deux détectives qui forment un binôme, qui sont toujours ensemble,
n'ont jamais travaillé sur ce type de cas particulier-là. Ils sont très, très embêtés, ils n'y comprennent absolument rien. Puis, de fil en aiguille, il arrive que la politique s'en mêle, puis on impose à un des deux binômes de travailler avec une psychologue judiciaire. Elle a une théorie complètement fumante, qui ne tient pas debout, selon les policiers. Elle dit que les 4 victimes qu'ils ont découvertes sont 4 tueurs en série assassinés selon leur propre méthode. Donc, tout le monde se paie la tête de la femme en question, tout le monde rigole de ça, sauf que la politique a bien décidé qu'un des binômes irait travailler avec. Donc, Seb Genser se retrouve à travailler avec Hélène Lafont, qui est une profileuse, mais aussi une psychologue judiciaire avant toute chose. Et puis, ils se sont donné 3 semaines pour travailler ensemble, pour découvrir vers où ça pourrait mener cette chose-là. Et puis, à l'intérieur de quelques jours, ils se retrouvent tous les deux kidnappés chacun de leur côté, dans une salle un peu étrange, un peu humide, très noire, entourée de gens. On a même laissé à Genser son arme pour dire à quel point il n'est plus puissant du tout. Là. Puis on leur explique, oui, Lafont a raison, il y a effectivement un tueur qui assassine des tueurs. Sauf que la difficulté, le plus drôle de l'histoire n'est pas là. C'est qu'il y a une convention qui est tenue dans cette ville-là où ils vivent. Puis cette convention-là dure 5 jours. Durant 5 jours, c'est une convention de tueurs en série. Donc, ils se rencontrent entre eux qui ont des rencontres particulières. Il faut lire le roman pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans une convention. Et puis, on donne à Lafont et à Genser 5 jours pour trouver qui est le tueur de tueurs. Puis, eux vont s'en occuper. S'ils n'y parviennent pas, ben, il dit, c'est malheureux, mais ton frère, ton beau-frère, le chien de ton beau-frère, ta belle-sœur, ton cousin, ta cousine, tout le monde va y passer. Et nous sommes des tueurs en série. Donc, vous avez 5 jours pour trouver qui est le tueur de tueurs. Sinon, votre descendance y passe, vous aussi. Voici grosso modo le pitch. Le pitch. Et moi, je peux vous ajouter que je n'ai jamais lu un livre avec autant de tueurs. Il y en a partout. Donc, si vous aimez ça, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas gore. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas gore. Je crois que c'est une expression qui est bien connue en Europe. Là. Oui. Ce n'est pas quelque chose de sanglant. J'amène le lecteur à visualiser à sa manière, à l'imaginer à sa manière, mais je ne m'amuse pas à décrire des scènes épouvantables. Ce n'est pas tellement mon jeu. Je trouve plus intéressant de laisser à chacun le plaisir de développer lui-même à quoi ça peut ressembler. Et c'est parfois pire hein, quand on laisse la place au lecteur. C'est ce que les gens me disent. Vous êtes chanceux, vous avez de l'imagination. Très souvent. Je l'ai dit en intro et tu parlais de la genèse. Ce livre, tu l'as imaginé avec ton frère. Comment a commencé cette aventure? Est-ce que tu veux nous expliquer? Oui, mon frère était quelqu'un qui avait, aussi étrange que ça puisse paraître, il avait un MBA, une maîtrise de Master Business Administration, puis il avait un bac en quelque chose d'autre, là, touchant des chiffres encore, et Robin détestait ça, il n'aimait pas ça. Robin aimait écrire. À l'âge de 16 ans, il avait écrit 2 romans, 2 science-fiction, qu'il n'a jamais fait publier. Et ensuite, Robin a décidé de tomber dans l'univers du scénario. Parce que Robin était quelqu'un qui avait énormément d'idées, il ne fournissait pas d'avoir des idées. Puis, un roman, ça nécessite de t'arrêter dans une histoire précise pendant 1, voire 2 ans. Moi, dans mon cas, ça a été jusqu'à 5-6 ans, certains romans. Puis, Robin, donc, préférait le scénario. Et puis, à un moment donné, il m'est arrivé avec l'histoire de K. Convention, on l'appelait, avec un K, convention avec un K. Puis Robin disait, Danny, il dit, moi, je ne me limite pas à l'histoire conventionnelle d'un tueur que la police recherche ou un copycat que la police recherche où on retrouve la joute où le policier court après le tueur, puis chacun s'amuse à picocher l'autre. Robin dit, moi, je rase la table et je repars à zéro sur un autre concept complètement différent. Donc, c'est un tueur de tueurs qu'on doit retrouver avec des policiers qui sont obligés, qui sont conscrits pour travailler avec des tueurs. Écoutez, ça n'avait ni queue ni tête. Sauf que lui et moi, c'est assis à un moment donné. Puis j'ai dit, Robin, c'est un scénario extraordinaire, mais on ne pourrait pas faire ça en roman. Les gens n'arriveront pas à adhérer dans un pareil délire. Il disait, ouais, c'est vrai. Il dit, quand on va au cinéma, il dit, on s'assoit, on paie pour le siège. Une fois qu'on est assis, on se dit, bon, on a payé, on va rester. Mais ça fait que c'est resté comme ça. Puis, à un moment donné, Robin est arrivé, il m'a dit, Danny, il avait le manuscrit entre les mains,
Lui écrivait en anglais, moi j'écris en français. Il me met ça dans la main de la face, il dit maintenant, tu vas me traduire ça, tu vas me faire un roman avec ça. Je dis Robin, on en a déjà parlé. Puis il dit c'est pas possible. Je dis c'est trop complexe d'amener le lecteur à me suivre. Non, 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 t'es capable, t'es capable. T'as déjà fait pire, t'as déjà fait mieux, envoie, tu vas le faire aussi. Fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain assis en avant de ce délire total que Robin avait mis au point. Puis quand finalement j'ai commencé, j'ai fait 6 mois d'écriture. Ensuite, j'ai parti d'une entreprise, j'ai été obligé d'arrêter d'écrire. Mon frère est tombé malade, il a été 9 mois dégradé, un cancer du pancréas l'a emporté. J'ai tout perdu, le goût d'écriture, j'ai tout perdu. J'ai vraiment complètement déraillé à un moment donné de tout ça. Puis finalement, j'ai tout vendu, j'ai déménagé d'où je demeurais à Sept-Îles pour m'en venir ailleurs au centre du Québec. Et puis, j'étais vraiment dans un genre de dépression, ça allait pas bien. Puis c'est ma mère qui m'a dit écoute, Daniel, reprendons l'écriture. Je vois pas, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien. Tu avais commencé quand? Termine donc quand? Fait que je suis retrouvé. J'ai pris les scénarios que mon frère avait fait, j'ai amadoué l'écriture, j'ai repris les scénarios en anglais, je les ai traduits en français, et ensuite j'ai pris K, je l'ai traduit en français, et là je me suis assis devant, et je dis maintenant, je le termine. Mais un scénario peut se permettre de finir avec une fin particulière. Pour moi, ça ne concordait pas à ce que j'appelle un roman bien ficelé. Donc, pour cette raison-là, le roman est divisé en 2 parties. Et la partie très anxiogène que Robin avait pensée, puis la seconde partie du roman, c'est un peu plus le délire à la Danny Philippe, là, où les personnages sont à l'extérieur et puis il y a une action différente. C'est complètement différent. C'était vraiment la différence de nature entre Danny et Robin là-dessus pour écrire. Fait que quand on a contacté les deux ensemble, on se trouve à avoir une histoire qui est vraiment complètement différente au moment où elle se divise en deux. Où le lecteur pense que l'histoire va se terminer, c'est juste le début de quelque chose d'autre. Ça a été un truc complexe à faire sur le plan émotionnel également. Je voulais en plus respecter le plus possible l'idée que mon frère avait en tête. Il faut comprendre qu'un scénario, c'est un squelette. Hein. Un roman comme K doit avoir 150 quelques mille mots. Le scénario va peut-être 12-13 000 mots, pas plus que ça. Donc, on a une bonne structure, on doit mettre de la chair, on doit mettre des muscles, on doit mettre des veines, des artères, on met un cœur là-dedans, puis ensuite on structure ça, on pousse ça pour que ça fonctionne et que ça marche. Fait qu'un scénario, c'est un Moses de bon squelette, mais un roman, c'est un autre pas vers d'autres choses. C'est plus long, il faut pénétrer l'atmosphère. C'est pas l'image qui te donne, c'est toi qui dois amener ton lecteur à suivre, à pénétrer où ce que tu veux aller, à sentir ce que tu veux qu'il sente, à entendre ce que tu veux qu'il entende, et ainsi de suite. Fait que c'était vraiment un travail combiné des idées de base de mon frère et les miennes. On a mis ça ensemble, puis Robin et moi, on a enfin écrit notre premier roman ensemble. Moi, je me dis, comme tu l'expliques, hein, 2 frères, 2 ambiances, c'est un peu l'alliance des caractères très différents. On devait pas s'ennuyer à vos repas de famille. Qu'est-ce que tu en penses? Vous étiez très différents, en fait. Oui, c'était comique parce que Robin, lui, Robin est un lecteur, mais compulsif. Compulsif. Robin, les gens s'en souviennent encore, il marchait en ville en lisant. Il était à Montréal aux études, il sortait dehors, il marchait dans les rues de Montréal en lisant. Il lisait toujours. Robin avait toujours un livre dans les mains. Des fois, il venait chercher à la maison une de mes filles pour aller. Il disait viens, on va aller manger au restaurant tous les deux. Il l'amenait au restaurant, il s'amenait un livre, il ne parlait pas du repas. Il faisait que lire. Robin était comme ça. Robin était plus massif que moi, était un peu plus grand, plus massif que moi. Puis il avait une voix de stentor. Robin parlait très, très fort. Je me rappelle, des fois, il venait à la maison, il répondait au téléphone. J'entendais les filles, il disait Robin, ta gueule, Robin, ta gueule, Robin, tais-toi. Il parlait trop fort, il enterrait tout le monde, toujours comme ça. Puis, mais c'était quelqu'un d'extrêmement doux, gentil, ouvert. C'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider tout le monde. À l'époque, Internet n'existait pas. Robin était la référence à tout le monde. Des filles appelaient Robin, tu te rappelles en histoire, tel endroit? Bon, oui, il s'est passé telle chose, telle année, tel personnage, tel personnage. Robin était comme ça. C'était une machine à ramasser de l'information et à retenir. Donc,
c'est pour ça que Robin ne finissait pas d'avoir des idées. Alors que moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui, dans grand comme ça, je vais travailler pendant 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui travaille. Je suis quelqu'un de. Je suis pas le type de romancier, si je peux utiliser le terme. Là. Je ne suis pas le type d'auteur qui va avoir des idées à l'appel. Mais quand j'en prends une bonne, je sais que je tiens un bon filon, je travaille fort, je mets tout mon temps, toute mon énergie pour le peaufiner et refaire, et refaire. Un petit détail ici, un petit détail là. Ah, j'ai oublié, c'est vrai, je devrais enlever ça. Je vais en parler un peu plus loin à la place. Je n'arrête pas. Alors que Robin, lui, c'était le contraire. Il bâtissait un scénario, puis, oh, je n'ai pas le temps de peaufiner, il m'en commence un autre. Tu comprends? C'était toujours comme ça. Fait que quand je suis arrivé dans le cas, il y a des grands bouts, je disais, maudit, zut de Caroline, il n'a pas développé ça, il faut que je le développe parce qu'il ne l'a pas terminé, tu comprends? Pour Robin, c'était plus important, il était déjà parti ailleurs quand il avait terminé. C'est comme ça qu'on était. Un peu aux antipodes tous les deux. Lui adorait la danse, moi j'ai toujours été dans les sports de combat. On avait chacun notre nature, mais c'était quelqu'un de très doux, très gentil, puis c'est quelqu'un qui nous manque tous. Il nous manque vraiment tous. Il nous manque toujours. Tu aurais envie de lui dire quoi ce soir s'il était là? Avec tout ce qui s'est passé depuis, avec ce livre, avec la suite? On a réussi, Robin. On a réussi. On l'a rendu au monde. On a réussi à le faire publier à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec. C'était un des objectifs qu'on avait en tête, sortir du pays, puis avoir l'opportunité de trouver un agent qui serait capable de dire, ben, ton travail est bon, votre travail est bon, j'embarque, je te fais confiance, puis on va y aller ensemble. Ça, pour nous, c'était un objectif là, incontournable. Sortir du Canada, puis trouver un agent qui accepterait de me pousser ou de nous pousser. Parce que si Robin était là, Robin continuerait à travailler derrière, continuerait à m'aider de la même manière. Même que des fois, je pense que, je fais un petit aparté rapide, je dis toujours, j'aimerais ça qu'il soit là, puis qu'il me donne encore ces idées de fou qui me permettaient de partir quelque chose de temps à autre. J'arrivais dans certains blocages, Robin arrivait avec un tapon d'idées, des fois je disais non, 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 non. Mais par contre, tu m'ouvres une porte. Je n'avais pas pensé à ça et je repartais. Robin était extraordinaire pour ça. S'il était là, je dirais, Robin, on a déjà 50% du chemin de fait. Parce qu'on aimerait bien un jour toucher l'audiovisuel, mais ça, c'est un rêve qui est... On ne sait pas si ça va se rendre jusque-là, parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses qui sont extraordinaires, puis ça ne veut pas dire nécessairement que nos affaires à nous sont... comment dirait-on, on le poids, on la puissance pour ça rendre plus loin. Mais pour lui et moi, le simple fait de sortir du pays, c'est une grande réussite. Il doit être très très fier. Bonne nuit, lire BXL. Bienvenue et à la semaine prochaine. Et puis merci à Véronique et Cécile pour les follow au passage. Vous êtes encore très nombreux avec nous. Merci beaucoup. C'est toujours particulier d'entrer comme ça dans les coulisses de ce qui a généré un livre, un très très bon livre. Moi j'ai passé un très bon moment et je vais vous dire, pour pas vous spoiler la fin, je l'ai pas encore lu. on va en reparler, mais vraiment tu parlais du pitch, c'est très très original et donc ça ne m'étonne pas. On parlait de la fierté, à mon avis, qu'il a de là où il est, parce que ce livre il a reçu le prix L'encre et les mots Thriller 2022. Tu as pensé quoi au moment de recevoir cette récompense? Pour être honnête, c'est mieux. Pour moi, le simple fait d'être finaliste, c'était pour moi un cadeau. Je suis honnête, là. Le simple fait d'être finaliste, j'étais content. Je me suis dit, bon, enfin, je suis finaliste dans un prix à l'extérieur du Québec. Puis pour moi, ça revêtait une importance qui était comme une chape de bonheur. Vraiment, franchement, là, j'étais content. Puis, quand j'ai appris, j'ai reçu un coup de fil de Jérôme, mon agent, un samedi matin, je crois. Voyons donc, qu'est-ce qui se passait? Il dit, tu l'as eu. Voyons donc, tu l'as eu. J'ai eu quoi? Il dit, t'as gagné le prix
t'as le prix de La Rochelle, ben voyons donc, toi. J'ai gagné l'Ancre et les Beaux, ben tabarnouche. Ça m'a fait comme une surprise. Je veux dire, j'étais pas. Pour moi, c'est comme. Comment je pourrais dire ça? J'essaie pas d'être toujours le meilleur dans ce que je fais. J'essaie juste d'être vraiment bon dans ce que je fais. Parce que tout le monde travaille pour être vraiment bon. Quand tu rentres dans le club des vraiment bons, pour moi, là, ça me suffisait. D'avoir gagné, ben honnêtement, c'est un velours. Je remercie la vie, je remercie l'univers, je remercie Jérôme de m'avoir poussé jusque-là. Je suis vraiment content. Ouais, pour moi, c'est un velours, là, ça fait plaisir. Des gens ont confiance, puis ce sont des professionnels ou ce sont des gens qui lisent beaucoup, des gens qui en ont vu pas assez d'autres. Ces gens-là disent, bon, ben, cette année, c'est celui qu'on a préféré. Ça n'enlève rien aux autres, là. Mais à un moment donné, c'est comme dire, j'aime le rouge, l'autre aime le vert, mais ça ne veut pas dire qu'une couleur est plus belle que l'autre. C'est toujours une question de goût, là. Puis cette année-là, ben, j'ai été chanceux. Probablement, je rentrais plus dans les goûts de ce que les juges recherchaient, simplement. Ben, j'étais vraiment content. Alors, on va réaborder des choses dont tu as un petit peu parlé, mais je me demandais, parce que finalement je connais un peu moins, est-ce qu'on aime les romans noirs au Canada? Parce que je t'entends beaucoup dire que c'était un rêve de quitter le Canada, de voir ton livre publié en dehors, que c'était votre rêve aussi à tous les deux. Mais du coup, on aime quand même le roman noir au Canada, où il faut vraiment essayer d'en sortir parce qu'il n'y a pas suffisamment pour peut-être en vivre. Est-ce qu'il faut quitter le Canada, de là où vous étiez en tout cas? Le Canada, je ne le connais pas, pour être franc. Moi, je connais le Québec. Là. Puis, géographiquement, on est coincé dans le Canada, je te l'accorde, mais je ne connais pas vraiment le Canada. C'est une autre culture. Hein. C'est anglophone. C'est particulier. C'est pas la même chose. Il y a des gentils Canadiens, il y a de très bons écrivains canadiens également. Mais c'est pas là où je vis le plus. Puis, par contre, au Québec, il y a une mode actuellement de romans, mais ça force beaucoup sur le gore, ça force beaucoup sur l'horreur. Je crois que c'est une mode qui passe. Il y a un lectorat pour ce genre de choses-là. Plus que du roman policier conventionnel, traditionnel comme moi je l'entends, ou du thriller traditionnel. Une autre chose, aussi une autre particularité du Québec, c'est qu'actuellement, il y a une mode chez les éditeurs qui travaillent, ils aiment beaucoup l'approche Joal, l'approche Michel Tremblay. On se comprend tous les deux. Si je vous parlais uniquement en dialecte, en slang québécois, je crois que vous perdriez probablement 2 ou 3 mots sur 5. Fait que, alors que c'est un peu ça qui se passe ici au Québec. Je crois qu'il y a une mode pour ça, comme il y a une temps. Depuis les Harry Potter, il y a eu aussi le fantastique qui fonctionne très, très bien. Fait que les romans du genre que fait Christine Brouillet, le roman policier au féminin, on dirait qu'il y a moins d'auteurs qui s'enlignent vers ça. On travaille vers, je sais pas, il y a comme un besoin au Québec d'affirmer la culture, le langage, la couleur locale, si on peut dire. Puis, moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Donc, j'ai des amis auteurs, je lis des choses des fois. Ça ne me rejoint pas toujours, mais c'est une autre approche que la mienne, tout simplement, c'est tout. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser la langue française le plus neutre possible. C'est un choix, ça me regarde. Je ne veux pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort non plus. C'est un choix, c'est tout. Mais certains aiment ça. Et comme moi, lire Michel Tremblay, c'est un monsieur super gentil, soit dit en passant. Mais lire du Michel Tremblay, ça ne m'a jamais intéressé, de par sa thématique, de par le langage qu'il utilisait. Mais par contre, ça a permis au Québec, ça a donné au Québec une grande visibilité, comme de quoi au Québec, il y a une culture, ça existe, les gens écrivent, développent, créent, puis ça nous a permis à quelque part de casser l'œuf et de sortir de là. C'est très, très bien. Mais comme je te dis, la mode, dans ce que je vois beaucoup, c'est très gore, puis ça ne me rejoint pas vraiment. Mais il y a beaucoup de lecteurs. Et c'était une de mes questions, mais donc tu rassures aussi les personnes qui écoutent et qui ne parlent peut-être pas le dialecte de pur Québec.
Et donc, c'est un peu comme quand tu rentres chez les ch'tis. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. J'ai découvert les ch'tis dans le cinéma. C'est important pour les gens parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup pour l'instant. Si tu écris un roman en ch'ti, ça va être étrange. On se comprend tous les deux. Ça pourrait être étrange. Très, très étrange. Quand les Québécois d'ici, je vous dis, il y a une mode, même que, sans nommer personne, à un moment donné, mon agence avait présenté mon roman à un éditeur au Québec. Et puis, la première question qu'a posée l'éditeur, est-ce qu'il y a une version québécoise? Donc, Jérôme me demande, est-ce que tu as une version québécoise? J'étais insulté. Comment ça, une version québécoise? Il est en français, le roman? Ça devrait être ça. Ben, tu vois, c'est là que ça m'a fait comprendre que quelque part, c'est une maison assez grosse, je épaules assez carrée. Donc, ils ont un bon marché. Ça m'a fait rire. Ça ne m'a pas insulté, mais ça m'a fait rire. Donc, vers où on s'en va? On cherche vraiment à avoir une couleur locale. Moi, je respecte ça. Moi, je suis d'une autre génération, je suis peut-être trop vieux, c'est ça qui arrive. Des fois, tu déphases, tu mets le pied à côté du trottoir, ce que tu veux que je te dise. Ça a dû m'arriver moi aussi. Ben, c'est comme ça. Moi, je suis de la vieille garde, j'aime le français bien écrit. Puis, je fais attention de ne pas mettre de régionalisme. Quand j'en ai, bien, dans les corrections, on retravaille dessus. Puis, on les élimine pour faire les choses proprement. C'est pas fade, c'est pas sans sel, mais j'utilise pas les mots que les gens sont obligés de se poser la tête pour chercher inutilement. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce qu'on trouve tes livres en anglais pour, par exemple, le marché au Canada ou aux États-Unis, qui ne sont pas très très loin non plus, le marché américain? Est-ce que tes livres sont déjà, ou est-ce que tu aimerais qu'ils y soient? Parce que je pense que la littérature américaine, c'est quelque chose qui te parle, je crois. Oui, j'ai un seul roman qui est traduit, c'est un fantasy. C'est le seul fantasy que j'ai fait, c'est une commande spéciale. Je travaillais avec un peintre. Puis, donc, c'est un fantasy qui est illustré, couleur ou monochrome, mais illustré. Puis, c'est le seul qui est traduit en anglais. Je ne me rappelle pas pour quelle raison j'ai fait traduire en anglais. En tout cas, ça a été traduit en anglais. Puis, mais je l'ai mis de côté. Ben, il est là, il est dans mon background. C'est le genre de choses qui n'est pas encore fait. C'est sûr que tout auteur rêve de changer de langue. On se comprend? C'est un autre univers, tu touches un autre lectorat, puis à quelque part, tu dis, merde, ce que je fais, c'est universel. Là. Mes histoires plaisent ailleurs que dans la langue française, dans notre culture française. Ça, c'est un objectif, c'est certain. Est-ce qu'on va y parvenir? J'espère que oui, mais on vit un contexte très particulier actuellement, ce qui ralentit les choses pour beaucoup de monde, là, dans beaucoup de pays. Mais il reste que oui, c'est certain que s'en aller vers l'anglais, vers l'espagnol, vers l'italien, vers l'allemand, vers le polonais, ce serait un objectif vraiment intéressant, vraiment motivant d'atteindre. Si tu me demandes aussi maintenant, la culture nord-américaine, oui, elle a eu une grande influence sur moi dans ma littérature, c'est mon professeur. J'ai lu depuis que j'ai lu, je te dirais que j'ai principalement lu dans ma vie des traductions de produits américains ou anglais, je dis bien ça, produits américains, anglais, traduits, principalement lu ça. C'est ce qui m'a formé, ce qui m'a forgé. C'est ce qui fait que j'ai une approche différente d'un auteur français. Un auteur, vous savez, la France, elle a... Chaque culture a sa manière de faire les choses, on se comprend. Un exemple, sans que ce soit méchant, tu vas arriver dans un film américain. Il répond au téléphone. Oui, d'accord. Le téléphone est fermé, il est sur place. Dans un film français. Ouais, ok, ouais. Il termine son café, il va aux toilettes, il sort, barre sa porte, parle avec la concierge et ensuite il sort de l'appartement. On se comprend? Je fais une caricature. Mais c'est un peu ça la différence. Chez les Américains, ils ont une approche très rapide. C'est toujours vif. Puis, tandis que dans la littérature française, on pénètre plus dans l'univers. On n'est plus tactile. Je crois que c'est dans la nature des Français. Acheter sa baguette tous les jours, alors que nous, on fait l'épicerie une fois par semaine, tu comprends? C'est une autre approche. Et ce côté européen-là, ben, je l'apprends, je le découvre, parce que là, je lis plus des produits qui viennent directement de France. Il faut comprendre aussi que par les librairies, par les bibliothèques, ce qu'on trouvait beaucoup, c'était du produit américain traduit en français qu'on avait par ici. Fait que logiquement, ce marché-là arrivait plus facilement à nous que le marché européen, simplement.
C'est ce qui fait que j'ai pris ce style-là. Et pour continuer là-dessus, on parlait des romans noirs, romans américains. C'est quoi pour toi les Ouais. ingrédients d'un très bon livre? Ah, tu parles d'un thriller, là? Un très bon livre, mon Dieu Seigneur. Euh, les ingrédients, c'est... Il faut savoir monter. Il faut savoir monter. Il y a plusieurs façons de faire dans un roman. Je pourrais te donner des exemples avec ce que moi j'ai choisi de faire, mais monter un bon roman, il faut savoir maintenir, le rythme, il faut savoir maintenir le secret, il ne faut pas tout diluer. Un exemple, parfois, par manque d'expérience, certaines personnes vont donner beaucoup d'explications à chaque fois, alors que normalement, on devrait, pour maintenir l'intérêt du lecteur, diluer tranquillement ton information pour qu'elle s'étale tout au long de ton roman. Si je te parle, plutôt que d'arriver et de donner tout d'un bloc, tu l'étires sur plus long, puis ça rend les détails plus intéressants. Une autre chose aussi, d'éviter les romans, d'éviter la structure où est-ce qu'on essaie de faire un exemple comme Agatha Christie. Agatha Christie, c'est une grande dame de la littérature, je ne lui enlève rien. Elle a fait... Alors on t'a perdu, je crois. Est-ce que tu m'entends toujours? On est passé sous un tunnel. Est-ce que vous entendez toujours? Ou pas? En fond. Je vais essayer de le récupérer. Attention, ça va être violent. On t'a perdu, Dany. Je sais pas si tu m'entends encore. Hop, est-ce que tu m'entends? Oui, toujours. Ah, on a eu une petite coupure, je suis désolé. Non, ça arrive un coup de barre. Un petit coup de barre comme ça. On est passé sous un tunnel. Il neige chez vous? Non. Non, pas du tout. Désolé pour cette petite interruption. N'hésitez pas au passage dans le chat si vous avez des questions. Moi j'en ai encore plein, mais voilà, les vôtres sont très très importantes aussi. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. On parlait du rythme, tu disais ne pas tout mettre en un bloc et tirer un petit peu. Pour ça, je vais parler de ton livre. On retient quoi? Il y a pas mal de dialogues, ça met du rythme. On n'est pas sur trop de descriptions, il faut être précis. Tu disais tout à l'heure tranché, mais pas trop de descriptions parce qu'on s'ennuie. Ça, c'est très américain pour le coup. Et des punchlines. Voilà, au niveau du rythme, je pense qu'on en était là quand ça a coupé. Comme ça, tu peux retrouver le train. Oui, puis dans le rythme, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est... Oui, Balzac, non, mon garçon. Ce qui est important, c'est que respecter son lecteur. C'est-à-dire, ce que faisait Agatha Christie, c'était une méthode qui était très bien à l'époque, c'était plaisant. Je ne lui enlève rien, elle a créé quelque chose d'extraordinaire. Sauf que je me dis aujourd'hui, moi, en tant qu'auteur, quand je travaille, je donne des éléments à gauche et à droite. Je permets toujours à mon lecteur, il y a une joute intellectuelle entre lui et moi. S'il travaille fort, s'il fouine, s'il est constant, s'il est attentif, il a des chances de découvrir ce que je veux qu'il découvre, ce que je ne veux pas qu'il découvre. On se comprend? Ça, c'est une méthode de travail. Quand tu veux jouer avec une intrigue, un personnage, et le qui. D'accord? De temps à autre, on n'a pas besoin du qui. Dans un autre genre de roman, on va travailler d'une manière complètement différente. J'ai un de mes romans, c'est l'inverse. On connaît, on sait ce qui se passe là. Et maintenant, il faut se démerder pour ne pas se faire tuer pour arriver jusqu'au bout. On se comprend? Donc, on ne retrouve pas ces éléments-là du mystère où il faut garder une chape sur l'assassin en tant que tel, parce que parfois, certains romans n'ont pas besoin de ces choses-là. Mais comme je vous dis, il faut avant tout se rappeler, il faut respecter son lecteur, puis il faut rester très cohérent dans ce qu'on fait, ne pas faire de choses à l'à peu près. Il n'y a rien qui me choque plus que lire et il balance sa jambe vers l'avant. Ah non, putain, ça, mais apprends à faire un coup de pied comme du monde. Là. On se comprend? Il faut faire les choses proprement, toujours clean. Puis de cette manière-là, ben, je pense qu'on arrive à faire
On arrive à faire un roman assez intéressant. Il y a des éléments de structure, ça serait trop long d'expliquer. Mon frère avait fait un excellent atelier d'écriture là-dessus. Il montrait exactement comment bâtir un scénario. Il y a toujours le personnage qui doit pénétrer dans le monde spécial et ainsi de suite, sortir de là. Il y a toute une école de pensée autour de ça. Puis quand tu regardes ça, c'est tout à fait logique. Comme je vous dis, un bon roman, c'est respecter son lecteur, c'est lui donner des éléments qui peuvent l'amener dans un cul-de-sac, mais qui peuvent également lui servir s'il est attentif à ce qui se passe. Il ne faut pas niaiser notre lecteur. Il faut que ce soit toujours cohérent. Puis après ça, ne jamais oublier de fermer, de boucler toutes les ficelles du roman. Parfois, on lit, puis à un moment donné, on a oublié un tel personnage qui est arrivé un petit truc par en arrière. Mais non, c'est important. Puis pas tomber dans les clichés non plus. Vous savez, le truc là où on ouvre le coffre de la voiture, là, puis on voit une barre à Jack. On se comprend? Une barre à Jack, une barre de cric, c'est ce que je veux dire. Bon, là, tu sais pertinemment qu'à un moment donné, sa barre de cric, là, dans une heure d'ici, il va en avoir besoin, il va ouvrir le coffre, elle va être là. Faites attention à ces choses-là. Soyez subtils. Il faut chercher à développer, à aller un petit peu à l'avant-garde des autres. Pas toujours refaire ce que les autres font, mais de développer son propre style, puis d'aller chercher ses trucs. Pas s'égarer en narratif. En tout cas, ça, c'est un choix personnel. Je vous avoue un petit secret. Je suis nul en narratif. Ça fait que c'est pas compliqué pour moi de ne pas en faire. J'aime pas ça. Ça me demande une éternité de faire une phrase. Ça fait que je me bats contre moi-même constamment. Ça fait que un bon roman, c'est du rythme, c'est du bon dialogue, faut travailler pour devenir un bon punchliner. C'est respecter son lecteur. Puis, c'est rester cohérent tout le long du roman. Et tout ça, je crois que cette manière de faire, elle te vient, et ça va intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent, aussi de la bande dessinée. Et je pense à un personnage en particulier, et je me doute que ça va être intéressant d'en parler, mais comme quoi la bande dessinée peut amener tout ce que tu viens d'expliquer, en fait, en grande partie, peut venir de la bande dessinée, et je pense que ça t'a inspiré. Est-ce que tu veux nous expliquer? La bande dessinée, première des choses, elle vous apprend le punchline. Il n'y a pas de plus belle école pour apprendre la répartie que la bande dessinée. OK, je parle de la bande dessinée, il faut s'entendre. Il y a de la bande dessinée plus terne, plus molle. Quand vous lisez, quand vous tombez dans Moi, mon berceau, c'était Achille Talon. J'adorais Achille Talon. Je ne le savais pas encore lire. J'avais 5 ans à peine. Mon père est arrivé avec... les plus vieux vont savoir de quoi je parle, les plus jeunes ne sauront pas. Il y avait ce qu'on appelait le journal Tintin, Tintin Pilote. C'était grand comme ça, c'était ça d'épais. Puis c'est là-dedans qu'a commencé Astérix, Spirou, ils ont tous commencé là-dedans, dans le journal Tintin. Et puis quand je tombais dans Achille Talon, je ne comprenais pas un mot, je ne lisais pas encore, mais je reproduisais les lettres parce que je trouvais ça extraordinaire de mettre autant de mots dans une bulle. Pour moi, ça me dépassait. Les bandes dessinées étaient plus rapides, mais Achille Talon, lui, c'était l'excès. Toujours l'excès. Comme disait à un moment donné Greg dans une entrevue, il disait, vous savez, moi, je ne m'en vais pas en congé. Je conge. On se comprend. Donc, il néologismait. Et j'adorais cette approche-là de Greg. Et puis, de Greg, de fil en aiguille, je suis monté vers d'autres bandes dessinées, toutes sortes de choses que j'ai lues. Et on apprend à couper. On apprend à structurer nos images dans notre tête. On apprend à savoir où s'arrêter, où reprendre. Quand on arrive dans une histoire qui est bien montée, quand tu tournes une page, tu t'aperçois que le dialogue du bas te ramène à une réplique dans la page suivante, et ainsi de suite. Ça a été pour moi une école. C'est métaphorique d'une certaine façon, mais il faut que tu appliques ce que tu vois. Tu dois l'appliquer à d'autres choses. Là. Puis moi, je l'ai appliqué au roman. J'ai vraiment appris à faire des punchs. J'ai vraiment appris à où couper dans un roman, comment relier des scènes ensemble par le biais de la bande dessinée. Ça a vraiment été mon école de base. C'est pour ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce côté-là facile sur la répartie. Elle est importante. Ne pensez pas que ça vient... par contre, je vous le dis tout de suite, là. Oui, j'essaie d'être spontané. Je garde ce qui est le plus spontané, mais chaque chapitre a été refait. Chaque chapitre a été refait au moins 5-6 fois, là, on se comprend. Là. Ça fait que si j'ai un roman de 450 pages, calculez que ça m'a demandé 7-8 fois ça là, pour être capable d'en venir à bout. Donc, il faut savoir recommencer, polir, recommencer. Chapitre court,
recommencez, toujours recommencer vos punchs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je t'écoute, j'entends un artisan, et ça doit bien faire rire ton frère. Moi, je lui disais toujours, maudite merde, Robin, finis le don comme du monde, repolis ton travail. Non, j'ai pas le temps, moi, là, j'ai d'autres choses à penser. Ah, Robin, moi, c'était drôle, des fois, c'est nos différences, c'était nos différences, c'était comme ça. Robin, bouge-toi un peu, refais-le, polis-moi ce soir, non, c'est correct, là, moi, y revenir après vous m'avoir fait l'autre. Et puisqu'on est dans la famille, parce que tu me disais aussi que bah, ton papa, il était détective. Et donc j'imagine, ça aussi, c'est une source d'inspiration, probablement. Ouais, mon père était une teigne. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir mon père sur le dos, c'était épouvantable. C'était mieux de changer de métier. Si tu avais envie, si tu avais comme profession d'être bandit, soit tu changeais de profession, ou soit tu tombais pas sur mon père. Mon père était était un embarras pour ces gens-là. Une fois, un avocat avait demandé, un client avait été rencontrer un avocat. Puis l'avocat demande, il dit, c'est qui est sur ton cas? Là, il dit, c'est Dégagné, celui qui appelle Colombo. Là. Et si tu veux un conseil, il dit, avoue, tu vas avoir la paix, tu ne lâcheras jamais. Mon père était comme ça, vous voyez. Ça fait qu'à partir de là, qu'on le veuille ou pas, j'étais en contact souvent avec des policiers, j'étais en contact avec d'autres détectives. Donc, je voyais les gens travailler de temps à autre. J'allais chercher mon père ou j'allais le rejoindre au poste de police où je reprenais un livre pour monter à la maison. Je rencontrais les gens. Fait que, des fois, j'ai des personnages, comme mon personnage de Genser dans le cas. Mon personnage de Genser est un mélange il y a mon côté très provocateur, mais il y a aussi une part qui est très inspirée inconsciemment de mon père. Parce que mon père était comme ça. Mon père était sarcastique, il était narquois, provocateur. Il poussait à bout. Il pouvait cuisiner quelqu'un, revenir 16 ou 17 fois sur la même question de base, mais tout en ayant travaillé un petit peu partout autour pour le mélanger. Il était coriace. Tu comprends? Quand je dis une teigne, je ne lâche pas. Il était coriace. Donc, c'est sûr que veut pas, l'avoir vu quand j'étais jeune, souvent travailler de cette manière-là, ça m'est resté inconsciemment. Puis, une chose aussi, des fois, les gens, ça, je trouve ça malheureux. Parfois, là, je fais des références au cinéma. C'est la même chose au cinéma ou la littérature, là, ça se recoupe, c'est la même chose. Parfois, on voit des films où les policiers sont dans le difficile, sont dans le dur, sont dans le complexe. Il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour. Les policiers, lorsqu'ils travaillent, ils ont de l'humour entre eux, d'accord? Mais il faut faire la différence entre humour et désinvolture. On se comprend? Parfois, les gens, je lis certains romans où les gens excèdent dans la désinvolture. Ce n'est pas beau. C'est comme lorsqu'on avait, vous vous rappelez, l'acteur qui faisait Simon Templar, le Saint. Le Saint, oui. Il a été James Bond aussi, vous vous rappelez? Val Kilmer. Non, le deuxième. Après Sean Connery, après Connery, Roger Moore. Roger Moore. Oui, je n'aimais pas le jeu de Roger Moore parce que le jeu de Roger Moore était trop désinvolte. Puis je ne l'aimais pas comme acteur parce que je me disais, il ne sait pas jouer. Il joue toujours ce personnage-là qui est agaçant, qui s'imagine que les balles vont l'esquiver naturellement. Puis à un moment donné, je l'ai vu dans un autre film où il faisait le rôle d'un capitaine de bateau qui est dans une merde pas possible, avec énormément d'intensité. Là, j'ai dit, oh, il est capable de le faire. D'accord? Il est capable de le faire. Donc, tout ça pour vous dire, on se doit de garder un certain humour. C'est important. L'humour, ce n'est pas juste des blagues. L'humour, ce sont des réparties salaces. Ça va être des clins d'œil. Ça va être des échauffourées rapides, mais pointu, punché. Parfois, c'est drôle parce qu'il n'y a pas que l'humour. L'humour en littérature, c'est pas uniquement dans les mots, c'est parfois dans ta description de quelque chose ou un regard quelconque que tu vas décrire d'une manière qui est un peu particulière, qui fait que c'est drôle, on se comprend. Mais pour moi, là, il faut faire attention de ne pas sombrer dans la désinvolture. Quand Roger Moore jouait son personnage trop désinvolte, il n'était pas dedans. C'est pour ça que j'ai préféré les derniers, celui avec les derniers bandes là, où il était plus vrai, plus authentique comme personnage, plus plaisant. Ça ne t'empêche pas d'avoir de l'humour,
Mais il faut le doser, cet humour-là, il faut le choisir également. Et alors, petite info, je la glisse au passage, le livre Killer Kills Killers est aussi disponible en livre audio pour ceux et celles qui préfèrent ça. Moi, j'ai un petit faible pour le livre papier, hein, clairement. Je le disais en début de live, je suis plutôt lecture papier. Mais bon, ça existe, c'est lu par un acteur, hein, je pense. Et donc, bah, si vous aimez, c'est dispo, n'hésitez pas. Pour votre trajet en voiture, il y a 14 heures. Et comme tu disais, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai pas trop envie d'en dire plus parce que je vous invite vraiment à le découvrir. C'est hyper original, vraiment. Il faut aimer les tueurs, mais en même temps, comme tu disais, ça va pas dans... Enfin, il y a des choses, ok, c'est pas non plus Martine à la plage, hein, pour ceux qui... Je sais pas si vous avez... Oui, vous avez Martine à la plage à Québec, j'imagine. Mais, donc voilà, ça reste un roman noir, un thriller, mais donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans, c'est très très original et ça m'étonne pas que tu aies mis beaucoup de temps à l'écrire, en tout cas de là où j'en suis, et j'ai hâte de lire la fin alors pour le coup, mais ça ne m'étonne pas que tu aies pris beaucoup de temps. Merci beaucoup pour ce partage parce que on le dit aussi dans le chat et puis moi on me glisse des messages dans, dans les coulisses, mais vraiment c'est captivant de t'écouter, merci beaucoup. Je propose on va profiter aussi de ta présence pour parler sacrifice. On parlait de roman noir, enfin de ton livre Le Sacrifice, c'est chez Mera Édition. Est-ce que, puisque tu excelles dans l'exercice, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire pendant que je mets la couverture? On va parler, c'est ton livre le plus récent au niveau écriture, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, récemment sorti, mais il précède K. C'est celui juste avant K que j'avais fait juste avant K. C'est particulier, je vais me remettre dans le... OK, on a un policier qui se retrouve, un détective qui se retrouve sur quelques scènes ou sur un hold-up, sur quelques endroits un peu particuliers. Il croise le chemin à un moment donné sans vraiment regarder d'un individu un peu étrange qui porte une casquette mauve, mais il n'en fait pas de cas. Et à un moment donné, il arrive sur un gros accident bien spécial, une corvette qui a empalé un poteau d'arrêt. Puis il y a encore cet individu-là qui tourne autour, avec une casquette mauve, puis il n'en fait pas de cas. Finalement, il se rend au cinéma un soir, relax. Puis, quelqu'un lui tape sur l'épaule dans le dos. Il dit « Monsieur Verdon, tenez, c'est pour vous. » Il lui offre une carte. Verdon se demande bien qu'est-ce que c'est que cette carte-là veut dire. Il ramasse la carte pour moi, il prend la carte. Puis, il se passe quelque chose d'un peu étrange. C'est comme s'il tombe, il perd contact avec la réalité. Puis, il se ramasse dans un château. C'est assez particulier, il voit les soupirails, puis il voit des gens arriver avec des robes de bure, puis un enfant entre les mains. Puis il les voit qui tuent l'enfant en question. Puis là, il a eu comme l'impression de voir l'âme s'évader puis sortir par le soupirail. Puis il s'est aperçu qu'il n'était pas physique. C'était comme dans un rêve. À un moment donné, il se ramasse, il se réveille, pouf, il est dans le cinéma. Le film est commencé depuis au moins 40 minutes, il a complètement manqué. Donc, il dit, j'ai pas d'affaire à rester ici, je déraille. Il sort, il s'en retourne. Puis, comme il s'en retourne, il recroise cet individu qui lui a remis la carte. Et puis, il y a un petit peu quelques échanges un peu rudes. Puis, finalement, l'individu en question se présente comme Thomas. Il lui dit, écoute, il dit, je suis un ange. Sauf qu'il dit, je suis réincarné, mais dans la peau d'un camé. On se comprend. Et là, il dit, ce que tu as vu là tout à l'heure, il dit, c'est pas tout à fait un rêve, c'est un genre de songe. Là. Il dit, vous savez, il dit, tous les grands hommes de ce monde ont eu des songes. Puis là, il dit, ce que tu as vu, c'est que c'est la preuve que Lucifer est en train de chercher à renverser les forces du bien par les forces du mal. Donc, il veut voler les âmes des enfants naissants pour remplir l'AGN, pour inverser les forces, pour inverser le poids de l'enfer vis-à-vis Dieu. Puis, écoute, là, Verdon se demande, est-ce que je lui mets une balle? Est-ce que j'appelle pour mettre une camisole de force? Qu'est-ce que je fais avec un fou pareil? Puis, il lui demande, il dit, voyons, si t'es un ange, je dis, pourquoi tu ne vas pas voir Dieu? Ben, c'est parce qu'il dit, j'étais Thomas aussi. Ah, t'étais un ange, t'étais Thomas. Oui, c'est ça. Puis, il dit, à l'époque, j'ai douté, j'ai pas voulu croire. Il a fallu qu'on me montre les trous pour que j'arrive à croire que c'était vrai. Ben, il dit, ma damnation, c'est que personne ne me croit. Fait que Verdon lui dit, il faut vraiment que moi je te croie. Oui, il faut vraiment que vous me croyiez. Puis il dit, ensemble, on va être capable de combattre le mal.
Ça fait que là, c'est là que Verdon lui met 20$ dans sa petite poche en avant, un coup de pied dans le derrière, puis il dit tu débarrasses. Sauf que, quelques jours plus tard, il tombe sur une histoire de meurtre dans une petite chapelle. Puis, Verdon est complètement coincé, personne n'arrive à rien. Et la seule personne qui arrive à faire avancer l'histoire, c'est cet individu-là, qui arrive toujours avec ses théories fumantes sur Dieu, le diable, puis le transfert et ainsi de suite, mais qui, par contre, est très cohérent d'un autre côté. Donc, on se retrouve dans une aventure un peu particulière où on révise un petit peu l'histoire judéo-chrétienne d'une manière complètement différente, avec un personnage très terre-à-terre et un camé qui se prend pour un ange réincarné après avoir été ou avant l'avoir été tombé. Et ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Ce roman-là, c'était du bonheur à l'état pur. C'était 2 ans de travail, énormément de recherche. Et puis, je vous assure, tout ce qui est avancé comme théorie dans le roman, ce n'est pas des théories fumantes qui sortaient de ma tête. Ce sont des recherches qui m'ont permis d'avancer ces choses-là. Ça entrait dans ce que je pouvais utiliser, puis en même temps, ça permet aux gens de réfléchir un petit peu sur les concepts judéo-chrétiens. Mais ce sont toutes des théories existantes sur des gens qui ont passé leur vie à faire des recherches pour comprendre ces choses-là. Et puis, on arrive avec une vision différente sur on voit les miracles d'une manière différente. On revient en arrière, on revient 2000 ans en arrière à travers toute la trame du roman. Ça semble un peu lourd, et au contraire, c'est pas lourd. C'est rapide, c'est vif, les personnages sont comme dans le cas, la répartie est facile, le rythme est constant, mais à la fin, lorsqu'on le ferme, on se pose des questions, on se dit, ouf, qu'est-ce que j'ai fait comme voyage étrange? C'est un peu ça. Eh ben, on va vous laisser découvrir ce voyage, vous qui nous écoutez, si ça vous tente. J'ai une dernière question, si tu veux bien prolonger encore les 4 minutes qui restent, hein, tant qu'à faire. Parce qu'on passe un très très bon moment avec toi, mais la question un peu traditionnelle de la fin, c'est quels sont tes projets? Tu parlais du cinéma, mais est-ce que tu as d'autres projets possibles au-delà des rêves? Sont toujours les mêmes, c'est toujours l'écriture. Si un jour il se présente une chance d'aller de ce côté-là, ce serait intéressant. Mais moi, je sais reconnaître que mon travail s'arrête à mon roman. Si jamais un jour une porte s'ouvre pour la scénarisation, il y a des gens qui sont beaucoup supérieurs à moi qui sont capables de faire ça. Puis ça va me faire plaisir de déléguer puis de laisser aller. Pour moi, moi je pourrais dire, ce sera un bonbon de la vie. Mais c'est pas mon boulot de me mêler de tout ça. Mon boulot, moi, c'est d'écrire des romans. Et je suis reparti sur un nouvel ouvrage, très particulière encore. Ça sort des sentiers battus. J'ai vraiment de la difficulté. J'aime ne pas ressembler aux autres et j'aime ne pas me ressembler non plus. Donc, chaque fois que je recommence un nouvel ouvrage, j'essaie d'aller à quelque part où je n'ai encore jamais été. Puis, même s'il va y avoir encore même si dans mon nouvel ouvrage, il va y avoir encore malheureusement quelques meurtres, ce n'est pas le but du roman. Le but du roman n'est pas dans le meurtre. Le meurtre est accessoire, les meurtres sont accessoires à travers le roman simplement. Donc, inquiétez-vous pas pour ceux qui ont peur des scènes gore, qui ont peur d'imaginer trop fort. Je ne force pas sur ce genre de description-là. J'amène les gens ailleurs à partir de... Je reviens en arrière en plus de ça. Sortant d'un techno-thriller un peu complexe, où j'avais le prochain roman qui devrait sortir, le projet David. Là, j'ai décidé de retomber dans les années 80. Plus facile. Il n'y a pas de caméra de rue partout, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable. On a encore la vidéo. La vidéo VHS, ça me fait vraiment du bien de tomber dans un ouvrage où je peux me reposer la tête de la technologie et des satellites. Voilà où j'en suis. Le prochain roman sur lequel je travaille, là, ça devrait être Le Faiseur d'anges. Et Wadlam dit, je vais devoir informer mon Père Noël qu'il faut que je rajoute des livres à ma liste. Bah oui, salut Dirty, très très belle nuit à toi, on va pas tarder non plus, hein, tout doucement. Parce que...
Mais pas du tout. Enfin, écoute, les retours sont unanimes. Moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. Et juste parce que vous aimez bien aussi les anecdotes des coulisses, on a fait le test technique la semaine, je sais plus quel jour. On a discuté longuement. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi, Dany, vraiment. Et j'étais très très heureux de t'accueillir ici avec nous ce soir. Je crois que pour toi, est-ce que ça va être l'heure de manger, un de ces quatre? Nous, on va aller dormir. Mais... Oui, 17h ici. Ah, ça va. On a à peine au café de l'après-midi, ça. Mais oui. voilà, très très chouette soirée, nous dit Zutrezut, etc. On a passé un très très bon moment. Et si toi aussi, eh ben, écoute, j'en suis ravi. Je suis content, puis je vais te dire, je ne peux pas voir les gens qui m'ont possiblement écouté, mais j'espère avoir gardé un certain fil, un certain intérêt tout au long du temps que j'ai discuté de toutes sortes de choses, même si des fois je m'échappe et je perds un peu le fil, ça c'est ma nature, là. Je digresse trop. Mais j'ai vraiment apprécié de pouvoir discuter avec toi, par le bien même pouvoir parler à d'autres personnes derrière. Puis, c'est une belle expérience. Puis, j'aimerais ça, si dans un prochain roman, si tu as le goût encore d'ouvrir une porte pour d'en discuter, ça va me faire plaisir. J'adore ces choses. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, parler des coulisses du monde des livres. Et puis, pour continuer les bonnes nouvelles pour toi, eh bien, Oulapoul Vap nous dit « Oh, je vous ai trouvé en e-book. Voilà, vos 2 livres montrés ce soir sont déjà avec moi. Je vous remercie pour ces futures découvertes K et le sacrifice. » Et puis voilà, il y a aussi plein de gens qui vont nous réécouter en replay. Je sais que beaucoup regardent le replay dès qu'il sera disponible. Quand les gens ont lu, là, ne vous gênez pas de passer des commentaires. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, c'est pas important. Mais des fois, vous pouvez passer mon Facebook ou sur Instagram. C'est toujours Dany-Philippe Desgagneaux ou Dany-Philippe Auteur. Facile à trouver. Ou Babelio. Ne vous gênez pas de laisser des commentaires. C'est important. Ça motive peut-être d'autres personnes à lire. Puis en même temps, moi, ça me rassure. Même si des fois, on me critique, c'est pas grave. La vie de chacun est importante. Puis de roman en roman, on essaie de s'améliorer puis de ne pas faire les petits trucs qui ont agacé les autres, là, qui ont agacé le lecteur. Ce qui est normal. Eh bien, n'hésitez pas du coup. Et c'est vrai, je confirme, pour les auteurs, c'est très très important d'avoir votre avis, d'avoir des retours. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on existe. Et donc merci beaucoup d'être curieux. Vous qui êtes ici, vous êtes là tous les jeudis, vous êtes toujours aussi curieux. Merci infiniment. Et Jérôme, qui est évidemment au taquet, nous dit normalement il doit venir en France au salon L'Encre et les mots 2023. C'est quelle période, Jérôme? J'ai un doute pour ce salon-là. Je ne sais pas non plus. Cette année, il devait avoir lieu en novembre. Moi, ça ne donnait malheureusement pas. C'est plutôt fin d'année, je crois. Normalement, il devait être en novembre. En 2023, je ne sais pas où il va être. Mais si tout va bien, là, probablement l'été ou la fin de l'été, je sais qu'il existe des salons que Jérôme aimerait bien que je participe. Là, on travaille pour ces choses-là. Ça devrait aller. Donc le salon L'Encre et les mots. Oui. Mais oui, et donc on pourra probablement te voir en Europe. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je travaille pour. Je travaille pour. On espère en tout cas, et je suis ravi d'apprendre que tu écris d'autres livres très originaux. Vraiment, date est à déterminer, nous dit Jérôme. Eh ben, on sera obligé de revenir tous les jeudis, histoire de savoir quand ça aura lieu. Mais vraiment, je te le répète, c'était un plaisir. Merci beaucoup aussi à vous. On va finir la soirée, on va jeter un œil dans le programme pour la semaine prochaine. Et puis, on ira faire un petit coucou chez quelqu'un. Voilà, pour terminer la soirée superbement bien. En tout cas, elle était merveilleuse pour moi. Et puis c'est en partie grâce à toi et ce petit aparté à travers les océans, moi, me fait le plus grand bien. Merci beaucoup d'avoir rejoint Twitch pour nous. Et voilà, tu as des remerciements dans tous les sens. Je te partagerai tout ça un peu après. Mais merci beaucoup, Émilie, un roman. Et tant d'autres. J'espère que Jérôme est content. Je vais avoir un débrief, je le sens. Mais d'abord, je vais à la toilette. Mais faut que je fasse du montage. Faut que le replay soit vite disponible. Fanny nous dit merci pour la découverte. C'est vrai que c'est vraiment génial aussi d'avoir
une autre culture, une autre manière de faire. Nous, on n'a peut-être pas l'habitude comme ça d'écrire, de travailler de cette manière-là. Et donc, je pense qu'on a appris plein de choses ce soir grâce à toi. Et pour ça aussi, merci pour le partage, parce que j'ai entendu que ton frère faisait des ateliers d'écriture, mais tu pourrais, à mon avis aussi, c'est passionnant de t'écouter parler de tout ça. Moi, je suis toujours pressé que tu finisses. Sur ce, eh bien, je te souhaite une bonne soirée alors chez toi, puisqu'il est 5 heures. Et puis bonjour à Balzac, c'est important. Oui. Balzac est reparti quelque part, il ne va pas être bien loin. Parce que Balzac est le chien de Dany, pour vous qui nous écoutez. En tout cas, merci de nous avoir ouvert la porte de tout ça. Et à très très bientôt, je t'envoie tout ce qu'il faut le plus vite possible. Et puis moi, je vais clôturer tout ça très très gentiment. Ce fut un véritable plaisir. Merci beaucoup Frédéric.